Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. En anglais, le terme sage-femme se dit midwife, signifiant avec la femme qui accouche. Cette définition montre la dimension importante du soutien de la sage-femme lors de l'accouchement. Julie a depuis toujours le souhait de vivre ses accouchements de manière physiologique. Cependant, son manque de préparation ne lui a pas permis de vivre son premier accouchement sans péridurale et dans les meilleures conditions. C'est pour ça que pour son deuxième accouchement, Julie a choisi d'aller à la maison de naissance près de chez elle, où elle pourrait profiter d'un lien privilégié avec ses sages-femmes. Grâce à cette relation câlin, comme elle la nomme, Julie a pu traverser ses grossesses et ses accouchements entourée de femmes qui la connaissaient et qui lui ont permis à la fois de gérer ses peurs tout au long de ses 9 mois et de rebooster son courage lors de ses accouchements. La discrétion de sa sage-femme a donné à Julie toute la place et la confiance qu'il lui fallait pour faire naître son bébé. Aujourd'hui, Julie nous raconte son histoire. Bonjour Julie. Bonjour Capucine. Bonjour Julie, bienvenue dans notre podcast. Bonjour à toi Julie. Merci d'avoir accepté de témoigner à notre micro aujourd'hui. Avec plaisir. On est ravis d'écouter ce que tu as à nous dire, mais pour commencer, nous allons te demander de te présenter. Très bien. Je m'appelle Julie, j'ai 32 ans. Je suis maman de 3 enfants. Lucie qui a 7 ans, Lino qui a 3 ans et Lana qui a 1 an et demi. J'ai accouché en maison de naissance pour mes 2 derniers enfants. Là aujourd'hui, je suis en reconversion professionnelle. J'ai fait 10 ans dans la logistique et là, je vais devenir assistante maternelle sur la fin d'année. Super. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance tu as accouché ? J'ai accouché à la maison de naissance de Bourgoin-Jallieu, c'est dans l'Isère, c'est à peu près à 1 heure de Lyon. Avant de parler de ton expérience personnelle, on aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. Alors pour moi, une maison de naissance, c'est un lieu privilégié, accolé en général à un hôpital, sur lequel on peut accoucher comme à la maison. Moi, c'est mon ressenti que j'avais avec une relation privilégiée avec les sages-femmes, dans un cadre très doux, très intimiste, vraiment à échelle humaine, où on peut avoir de vrais échanges et une vraie présence avec la sage-femme. Merci pour cette définition. Maintenant qu'on imagine un peu plus qui tu es et ce qu'est une maison de naissance, on va parler de cette relation justement particulière qui se construit entre l'équipe des sages-femmes et les patients en maison de naissance. Pour commencer, avant d'entrer dans cette relation, on aimerait bien savoir ce qui a motivé ton envie d'accouchement physiologique. Est-ce que ça vient d'une envie profonde en toi, d'une expérience que tu aurais vue dans ton entourage, ou éventuellement que tu aurais découvert ça par les réseaux ou une lecture quelconque? Alors, pour ma première fille, j'avais 26 ans quand j'ai accouché et je nourrissais un peu le désir d'accoucher sans péridurale, mais clairement, je me suis absolument pas préparée. Et en fait, quand le jour J est arrivé, j'ai fait tout mon travail sans péridurale, mais j'étais sur un accouchement qui était à terme et déclenché et je l'ai pas très bien vécu, autant physiquement que mentalement, ça a été très dur. Et en fait, quand je suis tombée enceinte après pour mon fils, là par contre j'avais une vraie envie de faire un accouchement physio le plus naturel possible et sans péridurale. Et là, à ce moment-là, je me suis tournée vers la maison de naissance. Et en fait, l'expérience m'a énormément plu et du coup, j'ai recommencé pour mon 3e enfant. Entendu. Et comment tu as connu les maisons de naissance du coup entre tes 2 premiers accouchements? Idéalement, je voulais accoucher à la maison. Et en fait, mon mari n'était pas très engagé pour cette solution-là, parce qu'il y a toujours un peu l'appréhension de se dire « et s'il y a un souci ?» vu qu'on ne connaissait pas du tout. Et en fait, je trouvais que c'était une très bonne alternative entre être comme à la maison, mais être juste à côté de l'hôpital s'il y avait un souci. Oui. Donc du coup, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur Internet, s'il y en avait une près de chez moi ou pas. Et j'ai de la chance parce que celle de Bourgoin se trouve à 20 minutes, une demi-heure grand maximum de chez moi. Donc c'est un projet qui était totalement réalisable.
Et quand t'en as parlé à ton conjoint, quelle était lui l'image qu'il se faisait des maisons de naissance? Non, bon, je crois qu'on a regardé ensemble à quoi ça correspondait. Et puis, en fait, en regardant, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines maisons de naissance sur lesquelles il fallait se renseigner assez rapidement. Je crois qu'à la fin de mon premier trimestre, quand j'ai cherché la sage-femme, du coup, voilà, elle faisait partie de la maison de naissance. J'ai demandé si on pouvait poser notre dossier, c'était OK. Et puis go. Et puis go, il t'a suivi. Oui, ça là-dessus, il n'y avait pas de souci parce que vu que en fait, cette maison de naissance, elle est vraiment accolée à l'hôpital. Donc en fait, si vraiment il devait y avoir un souci, le transfert se fait en moins de 3 minutes. Donc du coup, c'est top quoi. En effet. Enfin, dans le sens, il y a juste un petit sas à passer. Enfin, l'échange est extrêmement rapide si jamais il fallait basculer sur quelque chose de beaucoup plus médical. Oui, c'était rassurant. Oui. Et est-ce que tu te souviens de tes premières impressions quand tu as rencontré tes sages-femmes de la maison de naissance? Parce que tu viens de dire que tu avais donc recherché une sage-femme qui finalement faisait partie de la maison de naissance, mais en général elles sont en binôme ou en trinôme. Est-ce que tu te souviens du coup de cette première rencontre vraiment de celle qui allait t'accompagner tout au long de ta grossesse et de ton accouchement? Oui, maintenant que j'y repense, en fait, la sage-femme que j'avais eue pour ma première fille faisait partie de la maison de naissance, mais je le savais pas à l'époque. Et c'est en fait quand j'ai voulu reprendre la même sage-femme pour mon second, c'est là où elle m'a dit « mais je fais partie de la maison de naissance ». Donc j'ai trouvé ça génial. Vu qu'on se connaissait, déjà le feeling était passé, elle était très douce, très avenante, très à l'écoute, et vraiment plein de bons conseils pour tout ce qui était gestion et accueil des questionnements que je pouvais avoir. Et en fait, cette sage-femme-là, s'est avéré que c'était la sage-femme numéro 2 pour moi. Et en fait, j'ai un peu plus matché avec une autre sage-femme qui, elle, est devenue ma sage-femme numéro 1 sur mes 2 accouchements. Et c'était quelqu'un très pétillante, très dynamique et à la fois très discrète. Donc elle savait vraiment bien rebondir ou apporter un peu d'humour là où il y en avait besoin pour détendre l'atmosphère, mais toujours dans notre respect, dans notre intégrité en fait en tant que couple et couple qui s'apprête à devenir parent. Et j'avais trouvé ça vraiment top. Et comment cette relation a évolué au fil de la grossesse? Au vu de ce que tu racontes, j'imagine que ça n'a été que positif, sinon pour ton deuxième accouchement, ça aurait sans doute pas été ta sage-femme principale à nouveau. Mais justement, est-ce que peut-être tu as eu ce choix ou pas? Et comment ça a un peu évolué cette relation entre vous? Au tout début, c'était une professionnelle. Et petit à petit, en fait, on sent... En tout cas, pour ma part, j'ai senti que les liens commençaient à se tisser. Alors, je peux pas dire que c'est une amie parce que je la vois surtout dans le cadre professionnel. Mais par contre, quand je la voyais, j'avais rendez-vous chez ma sage-femme, mais j'avais plutôt l'impression, en fait, de faire un moment avec une copine. Et ça, c'était super parce que je sentais plus de barrière, en fait, entre moi, la femme, et elle, la professionnelle. Et c'était vraiment une discussion très fluide que je pouvais avoir et avec énormément de bienveillance, beaucoup de tact. C'était très, je dirais, un peu comme une bulle, quelque chose de rond dans lequel on est bien, un cocon. Enfin, je passais vraiment toujours de très bons moments quand j'allais la voir et même si j'avais des questionnements, elle était là pour les accueillir, pour essayer d'y répondre au mieux et essayer de me faire sortir l'angoisse que je pouvais avoir. Et du coup, quand je suis tombée enceinte pour ma troisième, en fait, c'était évident que j'allais retourner avec elle, quoi. Donc du coup, on comprend que tu as eu le choix, que ce soit à nouveau ta sage-femme numéro 1, parce qu'on n'a pas forcément le choix de la sage-femme principale selon les maisons de naissance. Oui, c'est vrai, tu fais bien de le préciser. Alors, je suis retournée la voir en tant que sage-femme pour mon suivi sage-femme pour ma troisième grossesse. Nous lui avons fait part de notre souhait d'accoucher à nouveau dans la maison de naissance. Et puis après, je lui ai confié qu'effectivement, j'avais eu un excellent feeling et un très très bon souvenir de mon accouchement. Et que j'aimerais... pour moi, ça aurait été le rêve en fait de retomber sur un moment de permanence où c'est elle qui aurait pu nous accoucher. Et elle m'a dit, mais écoute, si tu le souhaites, en fonction de ta date de terme prévue, je peux m'arranger pour que ça corresponde à mes disponibilités. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. C'est parfait. Vraiment, c'était top, quoi. Et j'en garde un super souvenir. Ah bah écoute, ça fait plaisir d'entendre de cette disponibilité. C'était vraiment... pour moi, c'était idéal parce que sur cette dernière grossesse, elle a été ma sage-femme référente. Alors, j'ai eu quelques rendez-vous avec la sage-femme numéro 2 quand même pour avoir du lien et éviter que ce soit quelqu'un que je n'ai jamais vu.
Mais quand le travail s'est mis en route, je savais que c'était elle que j'allais appeler et je n'avais pas de doute à me dire « Ah mais j'espère que ça va pas être une autre ». Je savais que c'était exactement cette personne-là qu'on allait devoir appeler pour partir, pour prévenir de l'avancée du travail. Et c'est vrai que c'est top parce que du coup, j'ai même pas accouché avec ma sage-femme, j'avais l'impression d'accoucher avec une amie, quoi. C'est super. Maintenant que on sait un peu plus le lien qui a été créé, comment tu l'as rencontré et ce que votre relation a été, est-ce que tu peux nous décrire, du coup, de manière conventionnelle, on va dire, comment se sont déroulées les visites mensuelles et quels étaient les éventuels actes médicaux qui étaient pratiqués durant ces consultations? Alors, que je me rappelle, il y aura certainement des choses que je vais oublier. Quand on faisait les visites mensuelles, il y avait toujours un petit temps d'échange pour savoir comment je me sentais. Si on avait des appréhensions, et ce que j'appréciais particulièrement, c'était que mon mari était là quand il pouvait se libérer. Et en fait, l'échange ne s'arrêtait pas en fait qu'à la maman. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un moment d'échange où elle demandait à mon mari, lui, comment il se sentait, comment il me sentait moi, si lui, il avait des appréhensions, s'il avait des choses auxquelles il voulait participer. Et je trouvais ça top parce que je me suis dit que, vraiment, on sentait que c'était le binôme en fait qui accouchait. Et d'ailleurs, mon mari dit toujours, nous avons accouché, et moi aussi, parce que du coup, s'il n'avait pas été là, ça aurait été complètement différent. Donc on faisait un point sur notre état à ce moment-là. Ensuite, il me semble qu'elle faisait un point sur la hauteur utérine, comment elle sentait le bébé, s'il était haut, s'il était bas, s'il s'était retourné ou pas. On faisait un petit suivi évolution du poids aussi. C'est pas très drôle, mais on le faisait quand même. Et puis après, on parlait de certaines thématiques en fonction de l'évolution de la grossesse. Alors, je pourrais pas me rappeler à tel mois on a traité de tel sujet, mais on a reparlé de nos appréhensions, quand partir à la maternité, les différentes étapes du travail. On a parlé aussi, on a fait un moment d'échange en cas de transfert, comment ça pouvait se passer, quelles pouvaient être les possibilités pour partir à l'hôpital, et voilà. Les 2 grossesses étaient quand même assez rapprochées. Pour la première, je me rappelle qu'il y avait des séances vraiment spécifiques préparation à la naissance. Pour la deuxième, du coup, elle me demandait si on voulait revoir des choses, donc je lui ai dit oui, on va revoir quand même parce qu'on ne sait jamais. Mais j'ai eu l'impression, dans mon souvenir, on se voyait quasiment tous les mois. Genre, à partir du 4e mois jusqu'au 9e mois, on se voyait tous les mois. Et je crois que ça faisait partie du même rendez-vous. Mais le rendez-vous durait plus longtemps. Oui. Est-ce que tu avais des angoisses lors de ta grossesse? Alors, j'en ai eu quelques-unes. J'en ai eu quelques-unes dans le sens où, pour ma 2e grossesse, en fait, on est passé temporairement sur une grossesse à risque, où on a dû faire des examens un peu plus poussés. Et du coup, j'ai eu cette peur que ça revienne pour la 3e. Bon, au final, il n'y a pas eu de suite, donc ça, c'était très rassurant. Et sinon, j'avais un peu ce genre de conviction où on ne sait pas d'où ça sort, que j'aurais un de mes 3 enfants qui serait malade. Et en fait, vu que mes autres enfants étaient en parfaite santé, j'avais très très peur que ma fille ait un genre de maladie rare qu'on ne détecte pas tout de suite. Alors, grâce à Dieu, pour l'instant, il n'y a rien. Mais voilà, j'avais un sale ressenti comme ça, qui a mis très longtemps avant de partir. Et de quelle façon l'accompagnement des sages-femmes t'a aidé à te rassurer et à traverser ces angoisses? Elles ont été dans un premier temps très accueillantes en me disant que ce genre d'informations, même s'il n'y avait pas de corrélation médicale, dans le sens tout était ok, les prises de sang étaient ok, les contrôles étaient ok, mon état était ok, et que tout était ok au niveau du bébé, qu'elles y apportaient énormément d'importance parce que ce genre... Je me rappelle, la sage-femme avait écrit ce genre d'instinct maternel, on ne sait pas d'où vous le sortez, mais parfois vous nous sortez des trucs qui sont vérifiables par la suite et que c'était extrêmement important pour elle. Donc elle m'a dit, si effectivement tu penses que ton bébé a un problème et que tu souhaites faire des analyses complémentaires, on te soutiendra et on ira dans ton sens. C'est super. Du coup, tu t'es sentie rassurée par leur présence et leur accompagnement? Officiellement, mon bébé allait très bien. Donc j'imagine que c'est une peur de chaque parent de se dire que son enfant a un souci et que peut-être un jour son enfant pourra mourir. Ça a été très dur à accepter pour mon mari. Il m'a dit que clairement c'était des peurs très certainement enfouies que j'avais et que je ne pouvais pas projeter des peurs sur quelque chose qui n'existait pas. Donc les éléments étant tous ok sur tous les bilans qu'on pouvait avoir, il fallait que j'arrête de penser à ça pour éviter de m'attirer le mauvais œil.
et qu'il fallait rester optimiste et confiant pour la suite. Oui, mais du coup, grâce à tes sages-femmes, et comme tu disais, pour l'instant tout va bien, on te souhaite, et on souhaite à tous tes enfants que ça continue d'être le cas. En maison de naissance, il est souvent d'usage de tutoyer ses sages-femmes. Est-ce que c'était le cas pour toi? Et comment t'as vécu cela? Alors oui, c'était le cas. Au début, ça m'a fait un petit peu bizarre, parce que c'est avec ma sage-femme... Enfin, j'ai d'abord eu en contact ma sage-femme 2, et qui m'a dit qu'effectivement, on se tutoyait. Ça m'a fait un peu bizarre parce qu'il y avait un peu d'écart d'âge. Et mes parents m'ont toujours appris que pour les plus anciens, il est d'usage de vous voyer les gens. Et c'est vrai qu'une fois qu'on fait sauter cette barrière, ça fait beaucoup plus proche. Et au final, je trouve que ça a contribué à renforcer en fait ce lien avec les sages-femmes. Et avec ma sage-femme numéro 1, en fait, on n'avait pas beaucoup d'écart d'âge, donc je trouvais que c'était plus simple. C'est venu plus spontanément, plus naturellement. En dehors de tout ce que tu as vécu avec tes sages-femmes et tout l'accompagnement dont tu viens de nous parler, as-tu vu d'autres professionnels de la périnatalité pour ton suivi de grossesse, que ce soit sur des séances de préparation de type yoga, chant, aptonomie, ou peut-être des choses plus ponctuelles comme de l'acupuncture ou que sais-je? Alors, à l'époque de ma deuxième grossesse, mes sages-femmes de la maison de naissance pratiquaient l'aptonomie. Puis c'est une pratique en fait qu'elles ont progressivement arrêtée. Et en fait, si je voulais être suivie en aptonomie pour ma troisième grossesse, il fallait que je passe par quelqu'un d'autre. Clairement, j'avais pas le temps. Donc j'ai laissé tomber l'idée. Par contre, pour toutes mes grossesses, je me suis fait accompagner sur de l'acupuncture, en fait, pour essayer d'avoir un moment déjà pour moi et aussi essayer de donner un petit coup de pouce à mon corps. Parce que je me suis dit qu'on encaissait quand même pas mal de choses pendant ce moment-là. Et ça me faisait quand même du bien une fois que j'étais sortie de la séance d'acupuncture. Pendant les 3 grossesses, je me suis tournée vers cette médecine douce. Tant mieux si ça t'a apporté, comme tu dis, ces petits moments pour toi et du soulagement à ton corps. Pour en revenir un petit peu à l'idée du suivi particulier et de la relation particulière aux sages-femmes dans le contexte des maisons de naissance, est-ce que tu peux nous dire comment tu te sentais à l'idée d'être suivie par les mêmes sages-femmes du début de ta grossesse jusqu'au postpartum? Je trouvais ça déjà génial d'avoir cette opportunité-là et je me suis sentie très chanceuse parce que quand j'allais à l'hôpital pour ma première grossesse, par exemple, pour ma fille, j'avais rarement le même interlocuteur. J'avais le même gynécologue, mais quand je passais pour soit un contrôle ou autre, j'avais jamais la même sage-femme en face. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de compétences, c'est pas du tout mon propos, mais je trouvais ça rassurant, agréable et confortable en fait d'avoir toujours le même interlocuteur, d'avoir le même suivi de dossier et du coup d'avoir quelqu'un qui se rappelait ce que j'avais dit le mois d'avant, qui se rappelait de mon parcours, où j'avais pas besoin en fait de rappeler à chaque fois ce qui se passait. Quand c'est heureux et que tout va bien, c'est ok. Mais pour avoir vécu un moment où c'était moins heureux et moins sympa pour ma deuxième grossesse, et du coup j'ai apprécié ça. Parce que quand elle me demandait pas depuis le début comment ça allait. Elle me demandait depuis le dernier rendez-vous, depuis 3 semaines, depuis 15 jours qu'on s'est pas vu, comment est-ce que ça va et comment est-ce que la situation évolue. Et du coup, je trouvais ça plus confortable. Je comprends. Une fois que tu avais fait toutes ces séances, toutes ces préparations, toutes ces consultations et que tu te sentais en confiance du coup avec l'équipe, est-ce que tu te sentais prête? Est-ce qu'on est vraiment prêt? Pour mon deuxième, j'étais à fond, j'étais au taquet. Pour ma troisième, j'avais un peu plus d'appréhension parce que c'était ma troisième et les grossesses étaient rapprochées. Et puis d'un coup, pour moi dans ma tête, je basculais dans la famille nombreuse et j'avais un peu de mal avec ça, je sais pas pourquoi. Mais j'avais un peu peur du regard des gens et du qu'en dira-t-on. Mais voilà, ça c'est dans ma tête où je me coupe les cheveux en 4. Mais après, au bout d'un moment on arrive, personnellement je devais accoucher le 1er juin. Le 1er juin, mon enfant n'était pas là. Le 2, elle n'était toujours pas là. Le 3, ça commence à être un peu long. Donc voilà, moi j'étais plus que prête, quoi. Le gâteau était cuit, il fallait que ça sorte. Tu nous mentionnes, oui, même si c'est des peurs que tu dis un peu légères pour ton accouchement, je me demande comment ça a été accueilli en maison de naissance, le fait que finalement tu aies un peu plus d'appréhension pour la troisième que ce que tu avais pour le deuxième, même si c'est que du qu'en dira-t-on. Ça reste que ça peut peser parfois quand même. Et je voulais savoir si tu en avais parlé à tes sages-femmes et comment ça avait été accueilli. On a pu en parler parce qu'elles étaient extrêmement ouvertes. Ça a toujours été accueilli sans jugement, dans la bienveillance. Un peu comme si j'allais voir ma psy. Enfin, un peu ma meilleure pote, mais la meilleure pote en fait qui juge pas. Et ça, j'ai trouvé ça tellement réconfortant parce que des fois, il y avait des choses où je me disais c'est ok. Et j'arrivais dans ma sage-femme.
Je lui en parlais et je me mettais à pleurer. Et je lui dis, mais non, mais je pensais que c'était ok. Et elle me dit, mais c'est ok en fait. C'est ok, prends, décharge ce que tu as à décharger là. On en discute, si on trouve des solutions, et bah tant mieux. Et puis si ça t'a permis juste de vider ton sac, bah c'est déjà très bien. Et je trouvais ça très rassurant, réconfortant, doux, un peu comme si elle me faisait un câlin, alors que, entre guillemets, c'était juste ma sage-femme. Mais ça me faisait tellement de bien, je trouvais ça génial. Et du coup, en quoi cette relation que tu avais construite, un peu relation de câlin, avec tes sages-femmes, en quoi tu dirais que ça t'a aidé pour ton accouchement ? Pour tes accouchements, du coup? Alors ça m'a aidé dans la construction de la relation avec ma sage-femme parce que j'ai besoin un peu de ce côté câlin et de ce côté un peu tactile, proche. Et ça m'a aidé pour mes accouchements. Pour mon deuxième, ça m'a aidé parce que ça a été un accouchement un petit peu long. Et en fait, j'avais l'impression qu'elle lisait dans moi comme dans un livre ouvert. C'est-à-dire à un moment, je lui dis mais non, mais là, j'en peux plus, je vais pas y arriver, quoi. Et je me rappelle, c'était un des moments les plus forts que j'ai vécu. Elle a collé son front contre le mien et elle m'a pris l'arrière de la nuque là dans sa main. Elle m'a dit, Jules, tu vas y arriver, t'en es capable, tu vas le faire. Allez, vas-y, pousse. Et ça m'a donné une telle énergie ce moment-là. Et moi, dans ma tête, à ce moment-là, j'étais au bout du rouleau. Je me suis dit, mais elle me dit ça, mais c'est juste pour me rassurer, pour me faire croire que j'en suis capable. In fine, j'en ai été capable et mon gamin, j'ai réussi à le sortir. Et puis, voilà, ça c'est le genre de truc que j'aurais pas pu le vivre avec une sage-femme classique. Et pour ma dernière, ça a été tellement fluide qu'on avait le projet, en fait, mon mari est sapeur-pompier volontaire et il avait dit, moi si je peux l'accoucher, j'aimerais bien faire un accouchement à 4 mains. Et la sage-femme nous a dit, oh bah tu sais, hein, même si tu veux y aller que tout seul, si tu t'en sens les épaules capables, bah vas-y, essaye. Donc du coup, en fait, moi, ma sage-femme, elle était sur le lit, en train de me regarder. Puis moi, j'étais dans la piscine, en train de pousser. Mon mari, il était derrière. Et en fait, c'était tellement une relation de confiance. Elle était là, elle vérifiait mes constantes, les constantes du bébé. Elle était là, et en même temps, sans être là, parce que, clairement, je m'en rappelle quasiment pas qu'elle était là, quoi. Et maintenant que le gâteau était chaud et qu'il fallait qu'il sorte, est-ce que tu peux nous raconter la sortie du four? Est-ce que tu peux nous raconter le jour J? Alors, ma fille était censée arriver le 1er juin et j'ai toujours été, assez rapidement dans ma grossesse, j'étais persuadée qu'elle arriverait après, genre le 3 ou le 4, mais je savais pas dire. Mais j'étais sûre que ça serait après. Donc du coup, vu que mes 2 autres enfants sont nés à terme, je m'étais vraiment conditionnée d'arriver à terme parce que je trouve que le 9e mois de grossesse, quand on arrive à 37 semaines, en tout cas, moi je m'étais dit, c'est bon, 37 semaines, c'est viable. Ça veut dire que ça peut sortir à tout moment. Sauf que entre 37 semaines et le terme, il y a encore un mois complet, où j'avais l'impression que chaque jour durait 72 heures. Bref, l'enfer. Et vu que je suis peu patient, c'était très long. Donc là, j'ai pris sur moi, et puis au 1er juin, je me suis rendue à ma visite de contrôle, là du coup, à la maternité, pour vérifier les constantes, que tout était ok, bon, ça allait. Donc elle m'a dit, rendez-vous dans 2 jours. Là, je me suis dit, bon, même si je savais que je n'allais pas aller jusqu'au déclenchement du post-terme et que j'accoucherais pas à l'hôpital, j'en étais persuadée. Je me suis dit que là, la date était passée et que j'envoyais à partir de maintenant un courrier avec accusé de réception à mon enfant en lui disant « T'es mignonne cocotte, ça fait 9 mois que t'es là, mais maintenant il est temps de sortir ». Donc j'ai pris rendez-vous avec mon acupunctrice pour lui demander qu'elle stimule le point du déclenchement. Et le même jour, j'ai pris rendez-vous avec ma sage-femme pour qu'elle me fasse un décollement des membranes. Donc ces 2 rendez-vous-là, je les ai eus dans la même journée, 2 jours après. Donc mon acupunctrice m'a fait ce qu'elle avait à faire. C'était en tout début d'après-midi, sur les coups de 4h, 4h30, j'ai vu ma sage-femme. Donc il me confirme que bébé va bien, mais que pour l'instant, elle, ce qu'elle voit, c'est qu'il n'y a rien qui se profile à l'horizon, quoi. Elle me fait le décollement des membranes, elle me dit, écoute, j'ai fait tout ce que j'ai pu, maintenant... il va bien falloir que les choses se passent, on verra bien ce que ça donne. Je lui dis, t'inquiète, on se voit demain. Elle me dit, mais je ne te souhaite que ça. Je lui dis, allez, à tout à l'heure. Je rentre chez moi, donc c'était cool parce que les enfants calment, on mange, bon, ça tiraille un peu, mais sans plus, vu que j'avais eu quand même une fausse alerte et puis des contractions assez régulières. Voilà, je me suis dit, bon, on va rester tranquille quand même, on va pas s'alerter assez rapidement. Donc on fait la fin de soirée, on couche les enfants, on débarrasse la maison, et puis on se pose à 21h devant un film, histoire de débrancher un peu le cerveau. Et puis à partir du moment où je me suis mis devant le film,
pof, j'ai les contractions qui ont démarré. Donc je me suis dit, bon, bah pareil, on va attendre, hein, on va pas trop s'enflammer. Et en fait, les contractions tout de suite sont arrivées assez régulièrement, donc toutes les 5 minutes. Et puis mon mari me dit, bon allez, ça y est, c'est bon, c'est les grands soirs. Je lui dis, tais-toi, laisse-moi tranquille, ne nous portons pas le mauvais œil. Et puis au bout d'un moment, je sentais quand même que ça piquait. Ça commençait à piquer un peu de plus en plus, mais j'avais été tellement déçue par les faux travail au préalable que voilà, je me suis dit, n'espérons rien de plus. Pas de faux espoirs. Et puis à un moment, je sais qu'il me parle, et j'étais dans une contraction, et je me suis dit, oh mais non, mais tais-toi. Je me rappelle, je lui dis, chut. Et là, je me suis dit, ah ok, tu ne peux plus te concentrer sur autre chose que sur ta contraction. Donc là, déjà, ça commence à être pas mal. Et vers 10h, je me rends compte que les contractions, d'un coup, s'accélèrent. On passe de 5 à 3 ou 2 minutes. Et je sentais qu'il y avait comme s'il y avait quelque chose qui allait sortir. Et je me suis dit, bon, il doit y avoir une poche des os peut-être pas loin, peut-être que ça va rompre. Donc je mets une protection sur le lit, je commence à faire du ballon. J'ai vraiment cette sensation, là, il y avait quelque chose qui me gênait, mais j'étais incapable de dire quoi. Et en fait, ce qui, moi, me tracassait un petit peu pour cet accouchement, c'est que, vu qu'on partait tous les deux avec mon mari, du coup, il nous restait un enfant à faire garder, et c'est mon beau-père en fait qui venait pour nous le garder, sauf qu'il avait 1h30 de route. Oui. On le savait, c'était dans la logistique, mais du coup, vu que je l'avais déjà appelé une première fois en lui disant ok c'est bon, c'est pour ce soir, et qu'en fait ça n'a jamais été pour ce soir là, je voulais éviter de le réveiller en fait et de le faire déplacer pour rien une deuxième fois. Donc mon mari me dit bah écoute, c'est pas très compliqué, tu prends un bain, parce que moi le spasmon ça me faisait plus rien, ça m'arrêtait plus les contractions. Il m'a dit tu prends ton bain, tu te relaxes, et puis on voit, si ça passe avec le bain, bah, c'est que c'est pas pour ce soir, si ça continue, bah, on prendra nos dispositions. Et en fait, en me mettant dans le bain, très rapidement, je vois que je commence à saigner, et en fait, moi, ça m'a vachement impressionnée. Donc, mon mari a appelé la sage-femme, qui nous a dit, ok, c'est cohérent, ça travaille, le col est en train de lâcher, ok, ça va, tant que tu continues à voir tes pieds, c'est que c'est ok. Donc on se dit qu'on va dans pas longtemps se mettre en route. Enfin, on prévient la sage-femme qu'il faut quand même qu'elle reste sur ses gardes, parce que bah voilà, là on appelle beau papa, et que du coup vers minuit on devrait être vers la maison de naissance. Donc elle, ça lui permet aussi de s'organiser. Et en fait, donc là on l'a appelé, c'était quoi? Allez, 22h30. Et là d'un coup je sens quand même que ça commence à monter en intensité assez rapidement. Et mon mari a la présence d'esprit de me dire, quand tu sens que c'est le moment, que là on peut plus attendre, tu me le dis. Et allez, peut-être une demi-heure après, je lui dis, là il faut qu'on parte. Sauf que mon beau-père n'était toujours pas arrivé, donc on avait en fait encore notre fils, mais je sentais que ça commençait à pousser fort quoi. Donc on prend la décision finalement, enfin on passe la logistique avec beau-papa, et en fait on décide de se retrouver tous devant la maison de naissance. Donc en fait on part avec notre fils sous le bras, et on se rejoint à minuit devant la maison de naissance. Moi je me rends tout de suite dans la salle avec la sage-femme. Mon mari fait l'échange de mon fils avec mon beau-père, et puis mon beau-père retourne chez moi. Et quand je arrive à la maison de naissance, clairement j'avais 20 minutes pour venir à la maison de naissance, et en fait je sentais, à chaque fois que mon mari freinait, je sentais que ça me poussait super fort dans les fesses, et je me suis dit c'est pas possible, je vais pas y arriver, je vais accoucher dans la voiture. Donc quand j'arrive, la sage-femme n'a pas vraiment besoin de m'ausculter. Pour moi, dans ma tête, je suis à 9. C'est qu'un ressenti personnel, mais très rapidement j'ai eu envie de pousser, donc je pense que c'était pas si loin de la vérité. Et après voilà, mon mari est arrivé, on a pu continuer à faire la fin du travail. J'avais demandé, ma sage-femme savait que je voulais essayer d'accoucher dans l'eau. Donc en fait elle était arrivée un petit peu avant, elle avait commencé à gonfler la piscine, à la remplir. Sauf que quand je commençais à avoir le besoin de pousser, la piscine n'était pas assez remplie. Donc on a essayé d'attendre encore un petit peu. Et en fait quand je suis rentrée dans l'eau, ça m'a fait tellement du bien. Enfin il faisait chaud, bon, c'était trop cool. C'était pas tout à fait 2 heures, mais je suis plutôt couche tôt. Donc à cette heure-là, clairement, normalement, j'étais déjà en train de dormir très profondément, et j'étais super fatiguée. Et je me rappelle que j'avais les contractions qui venaient assez régulièrement. Et à un moment, en fait, j'arrivais à m'endormir entre chaque contraction, et j'ai eu un moment comme ça de une demi-heure à peu près, où en fait ça s'est vraiment calmé, et en fait ils m'ont laissé dormir, ma sage-femme et mon mari. Ils me l'ont dit après, mais du coup mon mari regardait un peu ma sage-femme affolée, et elle lui répondait du regard de rester tranquille, que tout allait bien. Et puis au bout d'un moment elle m'a dit, tu sais Julie, ta fille elle aime pas trop là, cette position, il faut que tu bouges, je pense qu'il faudrait au moins que tu te mettes au moins à 4 pattes. Et là, moi j'étais au bout du rouleau, je lui ai dit, mais non, jamais je vais y arriver. Et elle m'a dit si, là, il faut vraiment que tu le fasses. Donc du coup, ils m'ont aidé tous les deux avec mon mari à essayer de me relever. Et là, j'ai commencé à sentir les vraies contractions, là, celles qui te font dire que là, c'est maintenant que tu pousses.
Elle est maligne, ma sage-femme. Elle m'a dit, teste, tu verras bien si c'est pour de vrai. Sauf que là, je me suis faite embarquer dans une contraction, enfin un truc d'une puissance sans nom. Et j'en ai eu 3 comme ça, de contractions. Et puis ma fille, elle est sortie comme ça, pof, la tête, les épaules, le restant du corps. Et c'est mon mari qui a pu récupérer ma fille. Eh bien, c'est rigolo parce que c'est une très douce histoire. Comment tu la racontes enfin, tu parles même que t'as dormi. C'est pas tous les jours qu'on entend un récit comme ça. J'ai pu me reposer, à peu près. Enfin, j'ai pas dormi dans le sens où je m'allonge. Mais par contre, Oui. d'un coup, je me suis vraiment décontractée. Et je me rappelle que vraiment, je somnolais entre les contractions. Et quand la contraction arrivait, il y a eu un moment où j'étais tellement fatiguée, où en fait, j'étais pas dans une position très agréable, mais je me mettais à vibrer de partout parce que la contraction était là, il fallait faire quelque chose. Et je sentais que ça résonnait dans mon bassin, mais je laissais passer le truc parce que j'étais vraiment... mon corps, là, il était vidé et j'avais besoin de me ressourcer. Et après, par contre, tout de suite après, j'ai pu faire la poussée pour sortir la petite. Oui. Tu nous parles notamment de la réception par ton mari, mais tu nous as un petit peu moins dit ce qu'il avait fait tout le long de l'accouchement, son rôle peut-être. Pardon. Non, mais c'est très typique. Hein. Mais nous, ça nous intéresse de savoir, puisque en maison de naissance, le coparent est quand même très central aussi. Et donc, on va savoir comment il a agi et où il était dans toute cette histoire. Alors, physiquement, il était juste derrière moi, ou juste à côté, ça dépend la position que j'avais. Après, en termes de disponibilité, il était présent et en même temps très discret. C'est-à-dire qu'il accueillait mes contractions, donc quand j'avais besoin, avant que je rentre par exemple dans la piscine, en fait, je m'accrochais à lui à chaque fois que j'avais une contraction, parce que à ce moment-là, j'étais encore debout. Puis après, je suis tombée à 4 pattes. Et après, il m'a aidé à passer dans la piscine. Et quand on était dans la piscine, on était face à face à ce moment-là. Et après, quand je me suis mis en position de poussée, il était derrière. Et c'est au moment, par contre, où il m'a aidé avec ma sage-femme à me relever. Là, il a été hyper coachant. Là, à ce moment-là, je pense que j'avais rendu les armes. Un moment dans ma tête, dans ma tête, moi, je me disais des choses. Et j'essayais de leur dire ce que je pensais dans ma tête, sauf qu'il y avait un énorme écart, apparemment. Parce que... Moi, dans ma tête, je me rappelle, j'avais dit à mon mari, quand je vais être en phase de désespérance, surtout, il y a un truc qu'il faut que tu me dises. Pour la naissance de mon fils, à un moment, j'avais demandé à être transférée. J'étais au bout du rouleau. Et quand ma sage-femme m'a dit, ok, si c'est vraiment ton souhait, lève-toi et mets-toi sur la chaise. Et à ce moment-là, pour la naissance de mon fils, je m'étais dit, mais c'est pas possible, ça va faire tellement plus mal de se lever, de se mettre sur cette chaise. Non, je crois que je préfère accoucher sans péridurale au final. Et je lui avais dit, pour la petite, je veux absolument que tu me dises ça. Ça va faire 1000 fois plus mal de te mettre sur la chaise, de te lever pour partir au transfert. Et à un moment, je lui ai dit, mais je peux pas, je vais pas y arriver. Faites-moi une césarienne. Là, comme ça, je m'en fous. Et mon mari m'a dit, non, ça fera 1000 fois plus mal. Donc dans ma tête, j'ai pensé, oh, c'est tellement mignon, il y a pensé. Apparemment, je lui ai dit, tais-toi. En version beaucoup moins correcte. Après, il me disait vraiment encourageant. À ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'un coach qui prenait le lead et il a été vraiment présent à me dire allez, vas-y, n'abandonne pas, tu vas y arriver, t'es forte. Vraiment très encourageant. C'est là où il me connaît très bien, c'est que sur cette fonction de support, il est vraiment très bon. Et du coup, ça m'a vachement aidée. Quand je poussais et que je me suis dit que j'allais m'ouvrir en deux et que là j'entends « Oh mon Dieu chérie, mais je vois sa tête, mais elle a tellement de cheveux, on dirait qu'elle a une tresse !» C'est ce genre de choses. Ça vous donne une énergie de fou, quoi. Et c'est vrai que ça aide énormément pour passer la suite et pour passer le moment. Il y en a qui utilisent même des miroirs pour se motiver sur la fin, ça arrive. J'avoue que dans la position, là, le miroir, je sais pas ce que j'en aurais fait. J'imagine. Puis ça a été très rapide, je crois que j'ai poussé vraiment 3 fois, et voilà, elle est sortie comme une lettre à la poste, quoi. C'était la 3e, elle a pas eu de difficulté à sortir. Oui, et tu parles beaucoup de ta sage-femme aussi, pareil, sur la fin, et notamment à un moment donné, tu dis qu'elle dit que ta fille aime pas trop cette position. Tu nous as pas expliqué un peu plus son rôle, peut-être plus médical et soutenant tout au long de ta venue? Alors, ma sage-femme était très discrète. Et ce qui était top dans cette maison de naissance, c'est que ils ont un... Ah mon Dieu, c'est quoi le... Monitoring. Merci, un monitoring sans fil. Donc du coup, même dans la piscine, elle venait, elle se contorsionnait, elle m'a dit « Je viens », très discrètement, elle venait en chuchotant « Je viens te prendre le bout du bébé, tout va bien ».
Donc elle écoutait, en plus le son du monitoring était vraiment très faible, donc du coup en fait moi je continuais et je continuais à être dans ma bulle. Et là elle m'a dit écoute Julie, ton bébé il aime pas trop ta position. Ça serait bien que tu changes. Et je lui dis, oh non, j'en suis pas capable. Elle m'a dit, oh si, là tu en es capable et il faut le faire maintenant. Et du coup, j'ai eu l'impression que elle et mon mari, c'est comme s'ils m'avaient, alors c'est pas redonné un coup de pied aux fesses, mais vraiment physiquement, ils m'ont pris les mains, ils m'ont aidé à me relever. Et après, quand elle a refait son contrôle, elle m'a dit, là c'est ok, cette position-là, c'est bon, tu peux continuer. Toujours très discrète, très prévenante. Et après, physiquement, tout était ok, tout était enclenché, j'étais en train de pousser. Je me rappelle, elle était sur le lit, en face de moi, et je me suis dit, mais quelle idée à la con j'ai eu de vouloir accoucher sans péridurale alors que ma sage-femme, limite, elle est en train de se prendre un cocktail sur le lit. Je me suis dit, c'est fou quand même les choix qu'on peut faire. C'est preuve que tu gérais, quoi. Oh ben pour elle, visiblement, je gérais bien. Moi, à ce moment-là, je me suis dit que plus jamais je referais ce genre de choses. Donc voilà, elle a été très discrète, mais toujours à surveiller les constantes du bébé et à vérifier que mon état était ok. Ouais, c'était une douce histoire, mais une sacrée épopée quand même. Ce que j'ai apprécié, c'est que en comparaison avec mon fils, ça a été long et elle m'avait toujours dit, nous on suit les mamans tant que le bébé va bien et tant que la maman va bien. Si c'est long, ça peut arriver, mais à partir du moment où la mère dit stop, c'est que là elle pourra plus et là on suit la maman quand elle dit stop, je peux plus. Et tant que la mère ne nous dit pas stop, on arrête, et ben nous on continue. Et en fait, vu que ça s'était passé avec mon fils, je savais là que je pouvais avoir pleinement confiance avec elle et que tant qu'elle me disait bah c'est ok, je savais que c'était bon. Tant que je lui donnais pas de stop, bah, je savais qu'elle allait continuer dans la mesure où ça respectait la santé de moi et du bébé. Et ça c'est génial en fait de pas avoir à se dire ok, là je me sens pas bien, ou j'ai des bruits de monito, j'ai des bruits de gens qui sont en train de parler, que peut-être ça va pas assez vite. Enfin, j'avais pas tous ces grésillements un peu autour qu'on peut avoir dans une salle hyper médicalisée. Là, il y avait pas un bruit en fait. Enfin, dans mon souvenir, il y avait pas de bruit. Peut-être qu'en vrai, c'était pas ça. Mais en tout cas, le souvenir que j'en garde, c'est que j'entendais rien. J'entendais juste la musique de cet accouchement. Voilà, rien d'autre. C'est beau la musique de l'accouchement comme expression. Je savais pas trop comment le dire, mais enfin, peut-être que ça parlera à certaines, peut-être pas pour d'autres, mais j'avais pas d'autre bruit que mon histoire. Moi je trouve ça très beau en tout cas à entendre. Du coup, une fois que ta fille est sortie, souvent après les accouchements, on parle des soins qui sont apportés au bébé, mais on parle un petit peu moins souvent des soins physiques ou du temps pris pour les mères après l'accouchement. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que les sages-femmes ont fait pour toi juste après ton accouchement ? Alors, elle m'avait prévenu qu'en accouchant dans l'eau, je ne pourrais pas rester de manière éternelle dedans. Et que assez rapidement, il allait falloir sortir de la piscine pour aller sur ce grand lit qu'elles ont dans la salle de naissance. C'est juste à côté, hein, il y avait 1 mètre, pour pouvoir faire les suites. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai pu accueillir mon bébé, donc c'est mon mari qui l'a récupéré, il me l'a donné, on a profité un petit peu tous les 3 là comme ça. Et puis, mon mari est sorti très vite parce qu'il est pas très adepte de ce genre d'eau teintée. Et j'ai suivi dans la foulée, donc ils m'ont aidé à me relever et à passer sur le lit. Et par la suite, elle a surveillé que au niveau des saignements, c'était conforme à ce qui était attendu, que mon utérus redescendait bien, comment je me sentais, si j'avais la pêche. Alors c'est un peu paradoxal de dire qu'on a la pêche quand on vient d'accoucher, mais que j'ai pas la tête qui tourne, que je sens pas que je vais tomber de l'œil. Non, c'est tourner de l'œil, la vraie expression. Que je me sentais bien, que je me sentais dans mon corps, là, maintenant. Et effectivement, c'est quelque chose que je me sentais. Et puis ce qui a été top, c'est que aussi, j'ai pu boire et j'ai pu grignoter tout de suite après. Et ça, c'était top parce que, je veux dire, quand on vient de pousser et de sortir son bébé de son corps, je dis pas qu'on a extrêmement faim, mais une petite collation est franchement la bienvenue. Ça permet de reprendre un petit peu des forces pour au moins rentrer à la maison. Et ça faisait du bien. Et je me rappelle, j'avais rempli mon congélateur de nourriture parce que je voulais pas avoir à faire à manger avec un tout nourrisson à la maison. Et du coup, j'étais partie à la maternité avec de la nourriture pour justement qu'on puisse manger un bout avec les sages-femmes. Et ça n'a pas été possible parce qu'en fait, j'ai eu un petit souci de cuisson entre-temps. Mais j'avais prévu de quoi manger, qu'on puisse tous casser la croûte ensemble avant de pouvoir rentrer à la maison. C'est chouette. C'est vrai que c'est une pratique qui se fait régulièrement en maison de naissance. Et c'est vrai qu'on l'a pas fait à ce moment-là,
Mais par exemple, j'avais fait un premier faux départ pour la naissance de ma fille. Donc j'étais arrivée à la maternité et puis les contractions se sont arrêtées, elles n'ont jamais repris. Et ce soir-là, j'étais arrivée avec des petits muffins au chocolat. Je peux te dire que ça sentait super bon dans la salle d'accouchement. Et ma sage-femme m'a dit « Oh mais moi j'étais tellement déçue, ça sentait tellement bon, j'ai même pas pu en manger. Et en plus, pour la deuxième fois où t'es venue, on n'a vraiment rien pu manger. C'était terrible. » La frustration. Ouais, carrément. Et plus tard, est-ce que tu as pu revenir sur ton accouchement, sur ce qui s'était passé, que ce soit parce que ta sage-femme te l'a proposé ou parce que tu te sentais suffisamment à l'aise pour le demander toi-même? Après, la sage-femme est venue à la maison pour les soins du bébé et puis pour mes soins à moi aussi. Et on a pu en rediscuter à ce moment-là, comment je l'avais vécu, comment mon mari l'avait vécu aussi. Et puis on a pu partager elle aussi comment elle l'avait vécu. Et c'est vrai que c'était sympa de pouvoir faire ce retour d'expérience parce que autant j'ai accouché à 2h du matin et très tôt dans la matinée j'étais chez moi et du coup la sage-femme est passée le lendemain. Donc c'est très court, hein. Il s'est passé quoi? Peut-être 36 heures. Et bien j'avais l'impression qu'il s'était passé une semaine et en même temps j'avais l'impression que ça faisait 3 secondes que je venais d'accoucher, quoi. Donc c'est rigolo comme d'un coup le temps se distend et que tu as l'impression d'être dans 2 réalités parallèles, virtuelles en même temps. Et ça sympa de se dire ah il s'est passé ça, c'était hier. Ah ben oui c'était hier. Oui, c'est chouette, c'est un bon moment de partage, de pouvoir revenir sur ces instants si intenses, comme tu les as décrits. Tu viens de dire que tu avais accouché dans la nuit et que tu étais rentrée au petit matin. Combien de temps à peu près après la délivrance t'es rentrée chez toi? Est-ce que tu t'en souviens? 4 heures. Je crois que je suis rentrée chez moi, c'était 5 heures du matin. J'ai accouché à 2 heures, je suis rentrée chez moi, c'était 5 heures. Ok, et comment t'as vécu ce retour précoce? Honnêtement, je trouvais ça extrêmement classe. J'ai pas d'autre moyen de le dire que dire bonjour, je viens accoucher, ça y est, j'ai accouché. Bon, bah allez, je m'en vais. Je suis fatiguée, je rentre chez moi. Donc, c'est fou, je trouve ça tellement irréel. Tu pars de chez toi et 3-4 heures après, tu reviens chez toi. T'as un petit être en plus. Pour mes autres enfants, ça avait été totalement transparent. Donc, on avait réveillé notre fils la nuit pour faire la passation avec mon beau-père, mais il s'est rendormi. Le lendemain matin, il avait une petite sœur. Pour lui, il s'est dit oh, c'est quoi l'histoire? Et sinon, pour le postpartum, ce début du postpartum qui se mettait en place, j'avais l'impression d'avoir été écrasée par un rouleau compresseur, hein, clairement, parce que je ne suis pas d'une très grande nature sportive, donc pour pousser, ça demande quand même un petit peu d'effort. Donc j'étais très fière, très fatiguée, j'avais mal partout. Par contre, là-dessus, j'ai un mari qui est juste exceptionnel. J'avais le droit de me lever pour aller aux toilettes, pour venir manger. Et après, il fallait que je retourne me coucher avec la petite. Donc toute l'intendance, tout le reste, c'était lui qui gérait, quoi. Et ça, c'était juste parfait. Oui, c'est précieux ce genre d'accompagnement. Ouais. Et justement, tu parles du postpartum, donc que ton mari a assuré à tes côtés. Comment s'est passé le suivi postpartum avec les sages-femmes de la maison de naissance? Ce que j'ai trouvé top aussi, c'est que pendant ce tout début de vie avec un nouveau petit être, la sage-femme est venue, alors je crois que c'était à J1, J3 et J5. Et à chacune de ces visites, elle prenait un temps pour la maman et un temps pour le bébé et un temps pour le couple et la famille aussi, pour s'assurer que bébé grandissait bien, qu'il n'y avait pas de souci au niveau de la prise de poids, que les premières vérifications étaient ok. Pour moi, pour vérifier que les suites de couches, ça se passait bien, que l'utérus reprenait bien sa taille, que les saignements en postpartum étaient ok, qu'il n'y avait pas d'anomalie. Pour prendre aussi la température avec mon mari, pour voir comment lui se sentait aussi dans cette paternité, comment lui me sentait aussi, parce que des fois la maman dit quelque chose et puis finalement elle cache un peu son jeu et du coup c'est papa qui arrive à sortir, à démêler un peu plus le vrai du faux. Et puis savoir aussi comment ça se passait pour nous dans la famille, l'arrivée de ce bébé à l'intérieur de cette famille. Et du coup, même si elle est entre guillemets que sage-femme, elle avait aussi, je trouve, une casquette de psychologue qui était très bienvenue parce que des fois, ça permet aussi de prendre un petit peu de recul et de se dire « Ok, là, il s'est passé tant de temps, comment on en est? On se fait un petit bilan. » Et j'avais trouvé ça très appréciable. Oui, c'était un accompagnement assez global au final. Ouais. Écoute, c'était une super expérience remplie d'émotions, de belles rencontres et de belles images aussi que tu nous as offertes. Avec plaisir. Depuis le début, tu nous parles de tes 2 derniers accouchements qui ont eu lieu en maison de naissance. Et du coup, on peut comprendre que ça t'a été important puisque tu y es retournée. Donc nous, on se demande,
ce que tu aurais fait s'il n'y avait pas eu de maison de naissance à côté de chez toi? Je trouve que c'est toujours un petit peu difficile de parler a posteriori de comment j'aurais pu faire si ça s'était passé différemment. Parce que, en vrai, je sais pas. Parce que ça serait pas du tout été de la même manière. Clairement, mon fils, ça a été long et j'ai apprécié en fait qu'elle respecte mon temps vraiment d'enfantement, mon temps d'accouchement. Parce que dans une structure plus médicalisée, j'aurais pas eu toute cette chance-là et mon corps ne s'en serait pas sorti de la même manière. Mais attention, ça, ce n'est que mon interprétation personnelle. Donc je pense qu'il y aurait... Si vraiment j'étais passée dans une structure plus médicalisée, ça aurait été vécu de manière plus traumatique avec une grosse appréhension de faire un 3e accouchement par la suite. Je demande notamment parce que au-delà de la structure hospitalière, il y a des gens qui se déplacent notamment aussi jusqu'aux maisons de naissance, à d'autres maisons de naissance parce que tu as la chance d'en avoir une à côté de chez toi, mais c'est pas le cas de tout le monde puisqu'il n'y en a pas tant que ça sur le territoire. Et on va le savoir à force que je le répète, mais c'est vrai. Et du coup, voilà, c'était aussi cette question de... au-delà de la structure hospitalière qui te fait questionner, mais a posteriori finalement, puisque c'est suite à ce 2e accouchement que tu as ce recul. Mais oui, comme tu cherchais à l'époque comment accoucher de manière physiologique, tu penses que tu aurais aménagé autre chose ou vraiment tu serais tourné vers l'hôpital? Et en effet, il y a des fois on peut construire d'autres choses avec l'hôpital. L'idée de l'accouchement à la maison, j'aurais bien aimé, mais la maison se trouve quand même à une demi-heure en fait, du premier hôpital. Donc en cas de pépin, c'est quelque chose où on était assez réfractaire quand même, parce que j'avais pas envie d'associer une urgence avec un jour qui est censé être plutôt de bonheur. Et sinon, je pense que je me serais tournée vers soit un hôpital ou une clinique avec le label Ami des bébés. L'endroit où j'ai accouché pour ma première fille, en fait, avait obtenu ce label-là. Donc, ils avaient une salle nature et quelque chose de plus physiologique. Enfin, je garde tellement un excellent souvenir de ces 2 accouchements dans ce lieu-là que je me dis, bon, quand on connaît pas autre chose, forcément, on prend ce qu'il y a. Mais est-ce qu'on aurait eu la même disponibilité? Est-ce qu'on aurait eu le même accueil? Est-ce qu'on aurait eu le même soutien? Est-ce qu'on aurait eu toute cette continuité de personnel et cette continuité d'information? Aujourd'hui, ça n'engage que moi, je pense pas. Après, je pourrais pas le vérifier parce que ça s'est pas passé, mais j'aurais tendance à dire que non. Mais attention, ça n'engage que moi. Oui, tout à fait. De toute façon, il y a tellement d'expériences différentes qu'on peut difficilement savoir avant de le vivre. Il y a tellement d'équipes, il y a tellement de structures différentes, tellement... Ouais, tu vois, sur la clinique où j'ai accouché pour ma première, j'y étais allée un moment pour mon second, je vais faire vraiment une aparté. J'y suis allée pour un contrôle, une suspicion de fissure de la poche des os. Je me rappelle ce soir-là, il y avait une femme qui était en train d'accoucher. Je suppute du coup qu'elle était en train d'accoucher sans péridurale, parce qu'à un moment, le sage-femme du coup qui s'occupait de moi passe sur cet accouchement-là, il est revenu par la suite, et je l'entendais hurler. Alors, c'est pas tellement le fait qu'elle hurle qui m'avait impressionnée, mais elle lui avait dit « vous me faites mal ». Et quand il était revenu dans ma chambre pour faire le bilan du coup de ma venue, il m'avait dit « non mais vous inquiétez pas, vous savez, des fois ça crie beaucoup, mais bon, ça en fait beaucoup aussi quoi ». Et j'avais trouvé ça tellement déplacé, je me suis dit « mais est-ce que tu sais ce que ça fait d'avoir à peu près 3,6 kg qui va sortir de ton entrejambe ?» Non. Donc comment est-ce que tu peux avoir ce genre de jugement à quelqu'un qui est dans son moment le plus vulnérable de sa vie quoi? Et j'avais trouvé ça très malvenu. J'imagine. Maintenant que tu nous as parlé de toute cette aventure, ces aventures même de vie en maison de naissance et tout ce que ça t'a apporté malgré des expériences très différentes de ce que tu nous disais, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance? Je pense que je garderai quand même quelque chose d'assez proche de la définition que je vous ai donnée au début. C'est-à-dire que c'est un lieu qui est en général soit accolé, soit à l'intérieur d'un hôpital, mais avec toute l'échelle humaine, tout le lien et tout le confort et l'intimité que ça peut avoir. Ça va être comme accoucher à la maison, mais à côté d'une structure hospitalière. Voilà, je pense que je ferai un gros raccourci comme ça. Merci pour cette définition et tout ce que tu nous as partagé aussi sur ces moments de vie. On espère que nos auditeurs et nos auditrices auront plus d'informations sur les maisons de naissance et que ça leur permettra de se préparer au mieux pour leur projet et trouver les réponses qu'ils attendent. Avant de nous quitter, on aimerait bien savoir si tu as une petite astuce, un petit tips à partager aux personnes qui nous écoutent et qui souhaitent accoucher physiologiquement.
J'en dirais 2, sur le côté plutôt psychologique, de s'écouter et de se faire confiance. Quand ça va, c'est facile de se faire confiance. Quand ça va moins bien, quand on y est dans le doute, parfois on se dit, oui mais moi je suis pas sachant en fait sur tout le processus de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum. Ok, on n'est peut-être pas sachant, mais il y a des fois il y a une intuition, quelque chose qui sort ou un malaise qui a besoin d'être exprimé. Et c'est de l'exprimer à ce moment-là et de pas avoir honte du ressenti qu'on peut avoir. Et ensuite, le deuxième, il est plus là pratico-pratique. Quand on se dit accoucher de manière physiologique, c'est sans péridurale, c'est vrai que la peur, l'appréhension, l'angoisse de la douleur, la gestion de la douleur par les femmes peut être assez source d'inquiétude. Personnellement, quand les contractions sont arrivées et qu'elles ont commencé à monter en intensité, je me suis dit que la contraction, en fait, la contraction, elle durait pas comme la montagne. Ça monte et ça descend. Je me suis dit, quand tu montes, là t'en chies. Là c'est dur. Mais quand tu descends, c'est du repos. Donc ta contraction, plutôt que de te dire elle va durer 1 minute, et ben en fait pour moi elle durait que 30 secondes. Parce qu'à partir du moment où on avait atteint le plus haut point et que tu sens que ton muscle, il relâche la tension, même si ça fait mal, en fait c'est la fin de la contraction. Et là c'est déjà du repos. Et du coup la contraction ne durait plus 1 minute avec un espace de 1 minute entre la prochaine, mais elle durait 30 secondes et je récupérais 30 secondes supplémentaires plus 1 minute, donc 1 minute 30 de repos jusqu'à la prochaine. Et ça du coup ça m'a vachement aidé parce que je trouvais que la contraction était beaucoup plus courte et même ça n'enlevait rien à l'intensité, mais quand ça s'arrêtait, et ça faisait du bien. Et ces 30 secondes là où on redescend et on revient dans son corps, et c'est 30 secondes qu'on a en plus, et sur toutes les contractions qu'on a, au bout d'un moment ça commence à jouer. Oui, c'est appréciable finalement ce petit temps en plus. Eh bien écoute, merci encore pour ce doux moment, tout ce que tu nous as partagé. Merci pour la confiance que tu nous as accordée. Avec plaisir. On te souhaite une bonne continuation. Puis n'hésite pas à nous recontacter si tu envisages un 4e accouchement en maison de naissance. Hop. Famille très très nombreuse. J'ai fait ma part de repopulation de la planète. Je laisse ma place aux autres. Entendu. À bientôt et merci pour tout. À bientôt et bonne continuation. Merci. À bientôt Julie. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.